Je n'aurais jamais cru raconter cette histoire à voix haute. Non pas qu'elle soit trop douloureuse, mais parce que pendant si longtemps, j'ai cru que seuls les passages silencieux comptaient. Ceux que personne d'autre n'avait besoin d'entendre. Je m'appelle Scarlett. Je suis médecin, spécialisé en gériatrie et soins palliatifs. Je passe mes journées auprès de personnes à qui l'on a annoncé, d'une manière ou d'une autre, que leur heure est venue. Je leur tiens la main quand le silence devient pesant. J'écoute quand le monde entier a déjà détourné le regard. Et chaque soir, une fois mon dernier dossier médical clos, je rentre dans mon petit appartement en périphérie de la ville, où la pluie tambourine aux fenêtres comme pour se montrer douce. Quelques jours avant Noël, tout était prêt. La petite valise près de la porte était remplie avec soin. Le pull vert forêt, je l'avais acheté parce qu'il était doux sur ma peau, pas pour attirer l'attention. Les ingrédients pour la farce au romarin que ma mère réclamait toujours, même si elle ne se souvenait jamais de qui la préparait. Les cadeaux emballés, je les avais choisis des mois plus tôt. Chacune emballée dans du papier Kraft tout simple, parce que j'aime bien le rendu. Franchement, j'étais épuisée, crevée jusqu'aux os après ma double journée de travail. Mais j'avais quand même hâte de prendre la route, de retrouver l'odeur familière du pain et de la cannelle, d'entendre le rire grave de mon père, d'entendre ma mère me serrer le bras en disant « Tu es là », comme si ça suffisait. Soudain, le téléphone vibra. C'était mon frère Rowan. Je répondis avec la même chaleur que d'habitude, m'attendant à ce qu'il me demande si je pouvais passer au magasin acheter de la glace, ou si ça ne me dérangeait pas, si je pouvais prendre notre tante Emma en chemin. Au lieu de ça, sa voix était légère, presque contrite, comme s'il annonçait la météo. « Salut, Harper vient cette année. Tu sais à quel point elle est sensible aux énergies et avec ton travail. L'ambiance peut parfois être pesante. On s'est dit que pour le bien de tous, tu devrais peut-être rester à la maison. » Je restais plantée au milieu du salon, mon manteau toujours sur les épaules, ma valise toujours en attente. Le mot « pesant » me frappa comme une neige mouillée. Ni en colère, ni cruel, juste définitif. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je ne lui ai pas rappelé que le poids qu'il décrivait était celui de tenir la main de quelqu'un qui lui dit au revoir. Que j'avais passé la matinée à faire exactement cela, assise auprès d'une femme qui murmurait « J'ai peur », et que j'étais restée jusqu'à ce qu'elle n'ait plus peur. J'ai simplement dit « D'accord ». Il semblait soulagé. « Merci, Scarlett. Je savais que tu comprendrais. » Un peu plus d'une heure plus tard, ma mère a appelé. Sa voix était plus douce, comme lorsqu'elle essaie d'adoucir une situation délicate. « Chérie, on essaie de simplifier les choses cette année. Harper est si fragile. Si tu es là, ça risque de perturber les choses. Franchement, on n'ouvrira peut-être même pas la porte. » Je me souviens précisément du moment où elle a terminé sa phrase. La lumière de la cuisine éclairait le bord de ma tasse de café. La vapeur s'élevait encore en spirale lente. La pluie continuait de tambouriner et quelque chose en moi, quelque chose qui se pliait en moi depuis des années, a finalement émis un son semblable à celui d'une branche qui cède sous le poids de la neige. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. J'ai dit « Je comprends ». Et j'ai raccroché. Puis je me suis assise à table, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé l'application bancaire. Le virement mensuel pour leur prêt immobilier, celui que j'avais mis en place il y a des années quand les heures de travail de mon père avaient été réduites. L'épargne de précaution que je gardais pour Rowan quand ses paiements de freelance étaient en retard. Les petits versements automatiques dont je n'avais jamais parlé, car en parler aurait été comme demander un crédit dont je ne voulais pas. Je les ai tous annulés, un par un. Sans annonce, sans message furieux, juste le doux clic du sentiment d'avoir enfin le contrôle. Cette nuit-là, j'ai peu dormi. Assise sur le canapé, une couverture sur les épaules, j'écoutais la pluie, ressentant le poids étrange et nouveau du silence. Pas le vieux silence que je portais, celui qui disait « Sois utile, sois discrète, sois bonne », mais un silence différent. Le silence qui t'appartient. Si vous avez déjà ressenti ce moment où vous réalisez que les gens censés vous voir ne vous voient pas, alors peut-être connaissez-vous ce sentiment. Le silence qui suit n'est pas vide. Il est empli de quelque chose de tout autre. Quelque chose qui attendait depuis longtemps de respirer. Ce Noël s'est déroulé sans moi. Je n'ai pas fait les 2 heures de route vers le sud. Je n'ai pas franchi leur porte, emportant avec moi le parfum de la pluie et du romarin. Je suis restée dans mon appartement, celui qui donne sur les toits mouillés et les phares égayants de temps à autre l'autoroute en contrebas.
Le sapin que j'avais acheté est resté petit et sans lumière dans un coin. Les cadeaux sont restés emballés. La valise trônait près de la porte, telle une invitée patiente qui a enfin compris qu'elle n'était pas la bienvenue. J'ai passé la journée comme je passe la plupart de mes journées tranquilles, à lire des notes médicales, à préparer du thé, à laisser les heures s'écouler lentement. Pas de larmes, pas de musique dramatique dans ma tête, juste la douce prise de conscience que l'espace que j'avais toujours occupé n'était plus le mien, et que peut-être ne l'avait-il jamais été. Avec le recul, je vois combien ce schéma s'était installé depuis longtemps. Non pas dans les moments forts, mais dans les petits gestes du quotidien. Enfant, j'étais l'aînée, celle qui passait en premier, celle sur qui on s'entraînait. Mon père le disait souvent avec un demi-sourire lors des barbecues. Scarlett était le cobaye. Il riait, puis donnait à Rowan la plus grosse part de gâteau, le meilleur jouet, et recevait les applaudissements les plus nourris. Rowan était le miracle après des années d'espoir silencieux. Brillant, charmeur, il ressentait les choses profondément. Quand il a colorié sur le mur du salon à 6 ans, ils ont encadré le morceau et l'ont qualifié d'œuvre d'art. Quand j'ai renversé accidentellement un verre de lait à 8 ans, j'ai passé l'après-midi à le nettoyer seul, et on m'a dit que j'aurais dû faire plus attention. J'ai appris tôt. Être utile m'a protégée. Être excellente m'a rendue invisible. J'ai ramené à la maison des bulletins scolaires parfaits. Ils les ont glissés dans un tiroir. Rowan est rentré une fois avec un ruban de participation. Il est resté scotché au réfrigérateur pendant des semaines. J'ai été admise en médecine du premier coup. Ma mère m'a dit, « C'est intense, Scarlett. Ne t'épuise pas. » Rowan a abandonné ses études universitaires 2 fois, puis a décidé de se lancer dans la direction artistique. Ils lui ont organisé une fête de bienvenue avec des ballons et un gâteau en forme de pinceau. J'ai persévéré. J'ai obtenu mon diplôme. J'ai décroché mon agrément. J'ai choisi la gériatrie parce que je voulais accompagner les personnes que la société avait déjà abandonnées. Je voulais leur redonner leur dignité quand le monde avait détourné le regard. Chez moi, j'ai continué à donner aussi. Discrètement, j'ai payé le plombier quand leur chauffe-eau est tombé en panne un hiver. J'ai réglé leurs découverts bancaires avant même qu'ils ne s'en aperçoivent. J'ai fait des virements à Rowan quand ses missions freelance se sont taries, sans jamais lui demander s'il me rembourserait. Je me disais que c'était de l'amour. Peut-être. Peut-être aussi une habitude. L'habitude d'être toujours là, de réparer, de ne jamais se plaindre. L'habitude de croire que si j'en faisais assez, quelqu'un finirait par remarquer mon fardeau. Cette conviction s'est effondrée la nuit où ils m'ont dit de ne plus venir. Après la fin des appels, je n'ai pas explosé de colère. Je n'ai pas envoyé de longs messages d'explication. J'ai juste arrêté. J'ai ouvert l'application bancaire à la faible lumière de ma lampe de cuisine. L'aide mensuelle pour le remboursement de l'hypothèque que j'envoyais depuis la réduction des heures de travail de mon père. L'épargne de précaution que j'avais constituée au cas où. Les petits virements à Rowan, devenus automatiques au fil des ans. Un à un, je les ai suspendus. L'écran brillait d'un bleu intense contre mon visage. Mon pouce a hésité une fois, une seule, puis a bougé. Sans drame. Sans annonce, juste le doux bruit des clics, puis le silence. Il ne le sentirait pas tout de suite. C'est le propre du soutien invisible. L'absence ne se fait sentir que lorsque le sol se dérobe sous mes pieds. Le matin de Noël, j'ai préparé du café dans ma tasse préférée, celle avec un petit éclat sur le bord, et je me suis assise près de la fenêtre. La pluie avait cessé. Le ciel était couleur de violin. Je n'ai pas ouvert les cadeaux. Je n'ai pas mis de musique. J'ai juste respiré. Et dans cette respiration, quelque chose de nouveau s'est installé. Ni colère, ni amertume, mais clarté. Si vous avez déjà été de ceux qui disent toujours oui, qui arrivent toujours à l'heure, qui réparent toujours les problèmes sans qu'on le leur demande, peut-être connaissez-vous ce tournant discret. Le moment où l'on réalise que le rôle joué n'était pas tout à fait celui qu'ils imaginaient. On est l'échafaudage, pas le bâtiment. Et un échafaudage, ça se démonte. Je n'ai rien publié en ligne. Je n'ai pas appelé mes amis pour me confier. J'ai simplement laissé le silence faire son œuvre. Et quelque part, dans une maison à 2 heures de route, emplie de rires, de lumière et de gens qui avaient décidé que j'étais un fardeau, les premiers signes d'inquiétude ont commencé à se faire sentir. Ils ne le savaient pas encore. Le lendemain de Noël, mon téléphone s'est mis à vibrer.
Pas une fois, 3 fois. Le nom de ma mère s'affichait à l'écran. J'ai laissé le message aller sur messagerie, puis je l'ai supprimé sans l'écouter. Un SMS a suivi. Tu peux répondre? Tu as déjà fait assez de dégâts. Dégâts. Assise à ma table de cuisine, celle-là même où j'avais annulé les transferts, je fixais ce mot. La pluie avait recommencé, douce contre la vitre, comme si elle essayait d'emporter quelque chose. Mon estomac se serra, non pas de peur, mais avec cette vieille angoisse familière, celle qui murmurait « Répare ça. Fais en sorte que ce soit bien. Sois celle qui le fait toujours. » Mais cette fois, je ne l'ai pas fait. Un peu plus tard, un autre appel arriva. Celui de ma tante Emma. Celle qui envoyait encore des cartes d'anniversaire manuscrites. Celle avec des petits mots comme « Je suis fière de la façon discrète dont tu brilles. » Je répondis. « Que s'est-il passé hier ?» demanda-t-elle d'une voix douce, comme si elle tenait quelque chose de fragile. « On dit que tu as gâché Noël. Mais tu n'étais même pas là. Tu l'as gâché. » Je fermai les yeux. Le mot résonna dans le silence de mon appartement, se mêlant au goutte-à-goutte du robinet que j'avais l'intention de réparer. Je n'avais pas été là pour découper la dinde, ni pour servir les plats. Je n'avais pas été là pour sourire en écoutant les histoires où Rowan était toujours le héros. Et pourtant, d'une certaine manière, mon absence avait brisé le silence de cette journée. Emma marqua une pause, puis ajouta quelque chose à propos de la petite amie de Rowan, Harper. Elle est partie tôt. Il y a eu des cris, puis ton nom est sorti. C'en était trop. Je n'avais pas besoin de plus. Mais plus tard dans la soirée, Emma a rappelé. Elle avait rassemblé des bribes d'informations, des murmures de cousins, un texto de mon père qui semblait trop désinvolte. Apparemment, Harper avait repéré une vieille photo de moi sur la cheminée. Juste un cliché jauni d'il y a des années, moi en simple pull lors d'une réunion de famille. Elle s'était figée. « C'est le docteur Scarlett », avait-elle dit. « Tu as sauvé ma grand-mère. » Un silence de mort s'était installé. Harper a demandé si j'étais la sœur dont ils avaient parlé, celle qui avait un travail difficile, et quoi qu'il en soit, quelles que soient les plaisanteries ou les réponses qu'ils aient pu faire, ce n'était pas suffisant. Elle a ramassé ses affaires discrètement et est partie. Pas de scène, pas de cris, juste une porte qui se referme derrière elle. Je pouvais trop bien l'imaginer, la façon dont ma famille avait toujours parlé de moi. Pas avec méchanceté à proprement parler, mais avec cette facilité à minimiser les choses. Scarlett est trop sérieuse. Scarlett vit dans les hôpitaux. Scarlett donne une dimension concrète aux choses. Peut-être ont-ils répété une vieille phrase que Rowan avait lue un jour, comme ça, sans y penser. Elle est comme une ombre à une fête. Ce n'était pas nouveau pour moi. Mais pour Harper, qui n'avait pas grandi avec ce scénario, ça sonnait différemment. Elle m'avait rencontré quelques années auparavant, même si je ne connaissais pas son nom à l'époque. Sa grand-mère avait été ma patiente. Un de ces cas où le dossier disait « sans espoir ». Mais j'avais vu autre chose. J'étais resté tard, j'avais ajusté les médicaments, écouté des histoires sur une vie qui refusait de s'achever, et elle s'en était sortie. Harper était là un après-midi, à me regarder depuis l'embrasure de la porte alors que j'étais assise près du lit, et elle m'avait dit « Tu n'as pas encore dit ton dernier mot ». Harper me voyait sans le filtre familial, sans les comparaisons. Juste comme quelqu'un qui était là quand c'était important. C'est comme ça que j'ai gâché Noël. En n'étant pas là pour être présente. En étant reconnue pour quelque chose de bien, de vrai, dans une pièce remplie de gens qui avaient oublié comment le voir. 2 jours plus tard, ma mère a rappelé. Pas de salutation, juste sa voix, tendue et inquiète. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais Rowan est complètement dévastée. Harper l'a bloquée. Elle ne veut plus parler. Et elle a publié un message en ligne où elle se plaint d'être mal traitée par la famille d'une femme qu'elle admire. J'ai entendu un bruit de verre en arrière-plan. Du vin, peut-être de l'eau. Peu importe. Elle a tagué une photo de toi. Elle a ajouté ça comme si c'était une accusation. Je suis restée silencieuse. Je l'ai laissée parler. Finalement, elle a lâché le morceau. Il faut que tu prennes contact. Explique-lui juste que c'était un malentendu. Elle est en train de ruiner son avenir. Ses milieux artistiques en ville. Il est mis à l'écart. J'ai failli sourire. Pas de joie, mais sous le poids de la situation. Toutes ces années à rester dans l'ombre,
à m'effacer pour laisser Rowan briller. Et maintenant, les conséquences de leurs paroles se retournaient contre moi et je devais les effacer. Tu connais peut-être cette sensation. Celle où l'on te demande de te faire toute petite pour adoucir les angles que tu n'as pas coupés. L'envie de dire oui, car dire non, c'est comme renoncer à quelque chose qu'on n'a jamais vraiment possédé. J'ai dit que j'y réfléchirais, mais je ne l'ai pas fait. À la place, je suis tombée sur le message d'Harper. Il n'était pas enflammé. Ce n'était pas un coup de gueule. Juste sincère, comme un souffle retenu trop longtemps et enfin relâché. Elle parlait du médecin qui avait donné plus de temps à sa grand-mère, qui avait été bienveillant alors que la bienveillance était rare. Comment elle était arrivée en vacances en espérant trouver de la chaleur humaine, pour finalement entendre cette même femme moquée par sa propre famille. Une phrase m'a marquée. Certaines personnes dissimulent leur mépris derrière des rires et des lumières. Mais la vraie bienveillance n'a pas besoin d'explication. Elle se manifeste d'elle-même. Elle s'est répandue dans son entourage, à travers les partages, les commentaires, les gens qui disaient des choses comme « elle compte ». Pour une fois, on ne me traitait pas de difficile. On me traitait de marginal. Ce soir-là, alors que je tenais ma tasse de thé à refroidir, mon téléphone a vibré une fois de plus. Un message vocal d'Harper. Sa voix était posée, mais plus douce que je ne l'aurais cru. « Salut, je suis désolée de t'appeler comme ça. J'ai eu ton numéro grâce à ta tante, Emma. J'espère que ça ne te dérange pas. J'avais juste besoin de te dire quelque chose. » Un silence. Un silence lourd de sens. Je ne savais pas qui tu étais au début, mais j'ai reconnu la photo. Tu as soigné ma grand-mère. Elle parle encore de toi. De ta persévérance. De la façon dont tu lui as fait sentir qu'elle comptait. Un autre silence. Sa voix s'est encore adoucie. Je suis désolée pour ce qui s'est passé, pour ce qui a été dit. Je ne pouvais pas rester et faire semblant. C'est tout. J'ai écouté 3 fois, puis les larmes ont coulé doucement. Pas des sanglots, juste un lent soulagement. Parce que pour la première fois depuis si longtemps, quelqu'un m'avait vu. Pas comme la personne qui arrangeait les choses, pas comme l'ombre, mais comme moi. Si tu t'es déjà demandé ce que ça fait d'être vraiment vu sans contrepartie ni attente, c'est comme la pluie qui cesse enfin. Le monde devient un peu plus clair. 3 jours après le message vocal d'Harper, un petit paquet est arrivé chez moi. Pas d'emballage Tapac sans grave-l'œil. Juste du papier craft ordinaire comme celui que j'utilise pour les cadeaux qui ne sont jamais ouverts. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur du papier épais couleur crème. L'encre bavait légèrement sur les bords, comme si les mots avaient été écrits à la hâte, mais avec soin. Harper y parlait de sa grand-mère, de ses étirements doux quotidiens, de ses promenades jusqu'au marché du coin pour acheter des fruits frais, et de ses récits à qui voulait l'entendre du médecin qui s'asseyait à son chevet et lui disait « Vous n'avez pas encore dit votre dernier mot ». Elle me remerciait, non seulement pour le temps supplémentaire que je lui avais accordé, mais aussi pour lui avoir montré le pouvoir de la force tranquille. Pour avoir été présente quand il ne restait plus que sa présence. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai encadré d'une simple bordure en bois, je l'ai accroché à côté de mon bureau, où la lumière du soir la met parfaitement en valeur, et pour la première fois depuis des années, terminer mes dossiers patients ne me donnait pas l'impression de devoir prouver quoi que ce soit. C'était suffisant. Juste au moment où ce calme semblait pouvoir s'installer durablement, ma boîte mail s'est illuminée. Objet, parlons-en. Un courriel de tous les 3. Ma mère, mon père, Rowan, avaient signé en bas, comme une lettre commerciale. Les mots étaient soignés, précis. Ils ont reconnu la forte émotion et regretté l'impression qu'ils avaient pu donner. Pas d'excuse directe, juste la suggestion d'un brunch, un terrain neutre, une chance de repartir à zéro. Plus loin dans le 3e paragraphe se cachait la demande. Ce serait formidable si vous pouviez contacter Harper. Lui demander de supprimer la publication. Mettre les choses au clair. Voilà. Le vrai problème. Ni guérison, ni famille. Juste effacer les traces. Moi, la gomme de leurs propres erreurs. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, l'appel a commencé. Mon père d'abord. Sa voix rauque comme toujours. Il a parlé de mon travail, de mon air absent ces derniers temps. Il a dit avoir parlé à un responsable administratif de l'hôpital, rencontré lors d'une collecte de fonds. Il lui avait confié son inquiétude quant à ma stabilité. Mon cœur s'est serré. La pluie dehors embuait la vitre.
Je sentais la vieille habitude remonter à la surface. Celle qui me disait « expliquer, rassurer, arranger les choses ». Mais ensuite, le responsable administratif m'a appelé directement, s'est excusé, m'a dit que c'était réglé. Que mon dossier parlait de lui-même. Ce pont, ce qu'il en restait, s'est effondré. Puis le message est arrivé. Un message de groupe à la famille élargie. Aucun détail sur l'annulation de l'invitation. Aucune mention des mots échangés à huis clos. Juste des phrases comme « elle prend ses distances » et « nous nous inquiétons pour elle ». Des demi-vérités teintées d'inquiétude. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des mois m'a envoyé un message. J'ai entendu dire que c'était difficile. Voici un lien vers une application de méditation si tu en as besoin. Je n'ai pas répondu non plus. Le silence s'est alourdi, mais il était désormais mien. Non pas celui qu'on m'imposait, celui que j'avais choisi. Enfin, on a frappé à la porte. C'était un dimanche après-midi gris. J'étais à mon bureau, le thé fumant à côté de la lettre encadrée. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas, mes parents, Rowan un pas derrière. Leurs visages étaient marqués, comme ceux de personnes ayant fait 2 heures de route en espérant un accueil chaleureux. J'ai ouvert la porte sans m'écarter. Je me suis appuyée contre l'encadrement, les bras relâchés. « On veut juste parler », a dit ma mère d'une voix douce et tendue. Rowan s'est redressé, les yeux rivés au sol. Mon père s'est raclé la gorge. J'ai commencé par « ça suffit ». J'ai laissé ces mots résonner. L'air sentait la terre humide de la pluie. Une voiture est passée en contrebas, ses pneus crissant sur le bitume mouillé. Ils attendaient, espérant peut-être que je céderais comme avant. Les inviter à entrer. Préparer du thé. Les écouter expliquer que tout cela n'était qu'un malentendu, que Harper avait surréagi, qu'un simple coup de fil suffirait à tout arranger. Mais cette version de moi, celle qui facilitait toujours les choses, n'était plus là. Après un long moment, j'ai dit non. Sans colère, sans explication, juste ce mot, calme et définitif. J'ai refermé la porte doucement. J'ai entendu leurs pas s'éloigner dans le couloir. Et à l'intérieur, quelque chose a changé. Non pas une rupture, mais une réconciliation. Le thé était encore chaud. La lettre accrochée au mur captait la lumière. Je me suis rassis et j'ai respiré le silence. Si vous avez déjà connu ce moment où dire non, c'est comme reprendre possession de l'espace qu'on a cédé, vous comprendrez peut-être ce soulagement. Il n'est pas bruyant. Il n'est pas triomphant. C'est à toi, tout simplement. Ils ne sont pas revenus. L'appel s'est interrompu. Les échanges de courriels ont cessé. Et dans le vide qu'ils ont laissé, j'ai trouvé de la place pour ceux qui me voyaient sans que j'aie besoin de me justifier. La lettre d'Harper m'a rappelé. La reconnaissance la plus sincère vient discrètement de ceux qui n'ont d'autre intérêt à votre histoire que sa vérité. Je n'ai rien fait par vengeance, ni les transferts annulés, ni le silence. Je l'ai fait parce qu'une fois qu'on a clairement perçu sa propre valeur, on ne peut plus l'ignorer. On cesse de porter des fardeaux qui n'ont jamais été les nôtres. Et dans cet arrêt, tout change. Les semaines suivantes, le silence s'est installé. Plus d'appels, plus de courriels, comme autant de rameaux d'olivier. La pluie allait et venait comme ici dans le nord-ouest, constante, puis s'arrêtant, laissant tout un peu plus propre. Je suis retournée au travail, assise au chevet des patients, tenant des mains tremblantes, écoutant des histoires qui avaient besoin d'être racontées une dernière fois. Et chaque soir, en fermant mes dossiers sous la lampe de bureau, la lettre encadrée attirait mon regard, un rappel que l'impact ne se fait pas toujours sentir là où on l'attend. Je pensais souvent à ma famille, non pas avec colère, mais avec une sorte de lucidité distante. Ma mère, qui avait toujours porté le poids des apparences après un mariage qui avait plié mais jamais complètement fauché. Mon père, qui mesurait la valeur d'une personne à sa capacité à charmer une pièce. Rowan, talentueux mais fragile, s'appuyant sur le prestige d'une faveur pour masquer ses doutes quant à sa propre solitude. J'avais passé des années à essayer de m'intégrer à leur histoire, à être la figure stable, l'ombre fiable. Mais les ombres n'existent que là où il y a de la lumière, et j'avais enfin trouvé la mienne. Il y a une étrange liberté là-dedans. À savoir que sa valeur n'a pas besoin de leur vote pour être reconnue. À réaliser que l'amour donné généreusement n'a jamais été vraiment rendu. Mais cela ne le rend pas vain. Cela signifie simplement qu'il est temps de se réorienter. Je n'ai pas reconstruit les ponts.
Je n'ai pas donné d'explication. J'ai simplement vécu dans l'espace que j'avais investi. L'appartement à la lumière douce, le travail qui comptait, les petits rituels comme le thé au crépuscule. Et dans cette vie, la paix s'est installée. Pas celle qui brille, mais celle, profonde et viscérale, qui naît du fait de ne plus avoir à se justifier auprès de ceux qui choisissent de ne pas comprendre. Si cela vous semble familier, si vous avez déjà eu l'impression d'être celle qui maintient tout en place, réalisez que vous vous freinez, c'est peut-être parce que ces histoires vivent en chacun de nous, discrètement. Le moment où la douleur se mue en lucidité, où la trahison ouvre la porte à une vérité plus profonde. Vous n'êtes pas de trop. Vous n'êtes pas le problème. Et parfois, la plus grande force que vous puissiez avoir est de laisser le silence parler pour vous. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.